Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour revenir sur la saison 2021 d'une équipe qui s'appelle l'Arkea Samsic, équipe française, le team Arkea Samsic. On reviendra sur la saison 2021. Sur les victoires 2021, il y en a eu un peu plus que d'habitude. On parlera également de la saison 2022 et puis on parlera notamment de l'effectif, des transferts et on reviendra également sur le maillot qui n'a pas changé pour le maillot Arkea Samsic. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la saison 2021 de cette équipe. Ce que cette équipe est capable de faire en 2022, les transferts, est-ce que cette équipe s'est renforcée, est-ce que cette équipe commence à devenir une vraie grosse formation de pro team qui peut envisager le World Tour comme c'est l'objectif, c'est ce qu'a dit notamment Yvon Le Danois. Eh bien on verra tout ça dans les commentaires. On commence tout de suite cette vidéo avec Arkea. Je commence par la saison de cette formation et on peut voir de très très belles choses, notamment du côté du nombre de victoires, avec 10 victoires pour Arkea. C'était, je pense, l'une des saisons les plus prolifiques d'Arkea, qui a parfois eu des bilans bien plus maigres certaines années, où parfois on attendait jusqu'en juin avant d'avoir la première victoire, avec la 23e place dans ce classement, derrière la Kolpak Balan, notamment en continental, mais qui a été assez prolifique. Mais si on regarde les pro teams, il y a Androni, Uno X qui sont devant. Et puis Alpecin qui est largement devant eux, mais c'est devant des équipes comme Bardiani, devant Efapel, Rally Cycling notamment. Puis il faut regarder également la qualité de ces victoires et vous verrez que ce sont plutôt des courses intéressantes, notamment des courses du championnat de la Coupe de France, mais c'est voilà, vous n'avez pas des catégories 2-2 ou 1-2 dans les victoires, donc ce qui est plutôt bien. Du côté des grands résultats Arkea, il y a eu quand même des bonnes choses, même si le Tour de France a été décevant. Vous avez quand même une 5e place pour la flèche sur la flèche wallonne de Warren Barguil. Warren Barguil qui a également remporté le Tour du Limousin, le Grand Prix de Wallonie, la 2e place également pour Warren Barguil. Voilà, il y a eu quand même des bons résultats dans cette formation, même si sur le Tour de France, ça a été très compliqué, notamment parce que Warren Barguil est tombé, mais même Quintana n'était pas en grande condition physique. Il y a eu quand même des podiums avec Nasser Boigny du côté du sprint, mais dommage, il a dû abandonner pendant la course, Nasser, donc ça a un peu été dommageable au niveau des performances, mais voilà. Il y a eu un Tour de France peut-être un peu plus compliqué, mais il y avait pas mal de recrutements l'année dernière. Je trouve que les recrutements se sont plutôt bien intégrés à cette formation. Enfin, les recrutements depuis 1 an, 2 ans, c'est vraiment plutôt du boulot intéressant que produit cette équipe avec voilà, une bonne saison 2021. Et il y a des progrès dans cette formation. C'est intéressant de voir les progrès que réalise Arkea, notamment au niveau professionnalisme, mais au niveau des résultats également pour cette formation, avec 8 vainqueurs différents du côté d'Arkea. Ils sont 12e dans ce classement au niveau mondial, juste derrière Androni Giocattoli, mais c'est mieux qu'AG2R, c'est mieux que Groupama, c'est mieux que Total Direct Energy, c'est mieux que Cofidis. On peut aussi noter qu'ils ont fait une meilleure saison à l'UCI Team Ranking que Total Energy, parce qu'ils ont 5037 points, c'est-à-dire qu'ils ont plus de points que Back Change, que Lotto Soudal, et ils sont juste en dessous de F Education Nippo, mais ils sont devant Total Energy et BNB, et assez devant Total Energy. Il y a 1500 points d'écart dans ce classement, ce qui est beaucoup. On passe aux victoires du côté de Arkea Samsic en 2021. Elles sont au nombre de 10. Ces victoires, ça a commencé du côté de la Vuelta des Asturies avec Nairo Quintana qui a remporté l'étape 1 et le général. 5e étape du Tour de l'Algarve pour Elie Gelber. Winner Anacona qui a remporté le Trofeo Andrach Mirador del Colomer. Trobroléon pour Connor Swift. Mathis Louvel qui a remporté la Vuelta des Castille et Léon. Vous aviez également Warren Barguil qui remporte le Tour du Limousin. Connor Swift qui remporte le Tour de Poitou-Charentes, Alan Rioux, la Classique Loire-Atlantique et le Tour de Vendée pour Bran Velten qui a depuis quitté cette formation, ce qui nous permet d'aller tout de suite au niveau des transferts du côté de cette équipe.
Transfert, hop là, il y a eu quelques départs et quelques arrivées aussi. 6 arrivées pour 3 départs. Le fait de courir sur toutes les épreuves World Tour a fait également que du côté d'Arkea, il a fallu un petit peu renforcer l'effectif. On a Nicolas Hédé qui arrive de Cofidis. Nicolas Hédé qui a une grande expérience notamment de la Vuelta, mais qui pourrait faire office d'équipier pour Nairo Quintana ou pour Warren Barguil sur d'autres courses. Il aura, je pense, plutôt un rôle de capitaine de route. On a Hugo Hofstetter, le sprinter d'Israel Startup Nation, qui a envie aussi de jouer les classiques. On l'avait vu notamment vainqueur du Grand Prix Samin. On a Michel Reiss qui arrive de Trek Segafredo, mais qui doit se faire opérer, qui se fait opérer en ce moment. On a Simon Gugelmi qui arrive de la Groupama, Kevin Vauquelin qui vient des amateurs et Alexandro Verre qui vient de la Colpac Balan. Du côté des départs, on a Diego Rosa qui rejoint Eolo Cometa. On peut pas dire que le passage de Diego Rosa dans cette équipe a été exceptionnel. Thomas Bouda rejoint Roubaix Lille Métropole. Là aussi, du côté de Thomas Bouda, on attendait mieux de lui, notamment autour de Nasser Boigny, mais même on attendait mieux et plus de constance. Il a eu quelques bons résultats, je pense notamment l'année dernière sur le Grand Prix de la Marseillaise. Mais ça n'a pas suffi, on attendait qu'il gagne des courses. Après Thomas Bouda, on nous le vend depuis quand même de nombreuses années. Et pour l'instant, en termes de résultats, c'est pas fou quand même au niveau de sa carrière. Puis Brand Velten qui rejoint le train d'Arnaud Desmar du côté de la Groupama FDJ. C'est un bon choix, même du côté de la Groupama FDJ, l'arrivée de Brand Velten. Je sais plus si j'en avais parlé lors de ma vidéo sur la Groupama, donc j'en parle maintenant. L'effectif de cette équipe, on a gonflé en quantité. Je trouve qu'il y a des recrutements qui sont intéressants. Notamment Hugo Hofstetter, on savait qu'il était sur le marché, c'est plutôt un bon coureur, qui est bon sprinter, qui veut jouer les classiques et puis qui est capable de remporter des belles courses comme le Samin. Vous avez également du côté Michel Reiss pour le sprint, c'est également intéressant pour le train. Après il faudra voir comment il se remet de sa blessure. Nicolas Hédé en montagne, faudra voir si c'est le Nicolas Hédé de l'année dernière. Je suis pas sûr que ça a un intérêt. Par contre, si c'est le Nicolas Hédé qui arrive à être performant sur la Vuelta, ça peut être toujours très intéressant. Et puis on s'est séparé peut-être de 2-3 coureurs qui n'étaient pas d'un très très grand niveau ces derniers temps. Après, il y a quand même pas mal de leaders qui sont en fin de contrat. Je pense notamment à Nairo Quintana qui est en fin de contrat cette année. Donc il y aura la discussion pour renouveler son contrat qui sera, je pense, pas si facile. Surtout Quintana en termes de résultats, c'est pas catastrophique, mais sur les grandes courses internationales, les grandes courses World Tour, il en a manqué et on le payait un petit peu cher pour qu'il soit performant sur les courses internationales. Donc il faudra se poser la question au niveau de Nairo Quintana. On passe du côté des coureurs à suivre. Je commence avec Nasser Boigny qui est revenu au haut niveau, lui qui avait connu une période chez Cofidis un petit peu compliquée. On l'avait déjà vu l'année dernière, et bien là cette année ça a été très bon, notamment sur le Tour de France où il finit 2e à Fougères et 2 fois 3e à Châteauroux et Pontivy, également 4e à Valence. Dommage, il a abandonné en Andorre-la-Vieille, mais il y avait vraiment des très très bons résultats jusqu'à maintenant. 2e du Grote Prijs Jeff Scheren, 4e de la Classique Paris-Cheny. Il y a eu également un bon Tour de Belgique pour lui, 2e de la Route Tourangelle, également le Trophée Harmonie Mutuelle, c'était au mois d'avril. Son seul point noir, c'est cette disqualification du côté de Cholet-Pays de Loire, mais où le sprint n'était pas régulier. Et puis 2e de la première étape de l'Étoile de Bessèges, derrière Christophe Laporte, où il avait vraiment tenu très longtemps. 2e également de l'étape 5 à Bolène pour sur Paris-Nice, et puis sur le Tour de la Provence 2 fois 3e à Sifour-les-Plaches et à Salon de Provence pour la dernière étape. Donc voilà, plutôt des résultats intéressants. Il manque une victoire à Nasser Boigny dans ce palmarès, on va dire 2021, mais je trouve qu'il a fait vraiment une belle saison. C'est un coureur qu'on avait un peu perdu du côté de la Cofidis. Je pense qu'il est resté au moins 2 saisons de trop à la Cofidis. Il a 31 ans, mais il a toujours beaucoup d'envie. Là, il va faire en plus des belles courses. Il sera notamment sur Tirreno Adriatico, sur le Saudi Tour.
il fera normalement le Tour de France. Milan-San Remo aussi, qui reste un objectif, parce que je rappelle qu'il a toujours en travers de la gorge l'année où Desmar s'impose et que lui il déraille ce même jour-là. Il finit 4e en déraillant. Donc voilà, il y a toujours l'envie du côté de Nasser Boigny chez Milan-San Remo. Et puis, il a jamais coché qu'il aimait bien les courses italiennes. La grande question est de savoir est-ce qu'il fera également le Giro. Parce que là, il est prévu sur le Tour de France. Est-ce qu'il fera le Giro aussi? On peut doubler quand on est sprinter un peu plus facilement que quand on joue le général d'une course. Donc, il faudra voir du côté du coureur français. Après, il y a aussi Hofstetter, donc c'est peut-être pas si facile que ça au niveau des calendriers. Parce qu'il y a quand même un effectif qui est intéressant. Warren Barguil, j'espère qu'il se concentrera sur les classiques. Non, mais vraiment, parce que alors, il fera le Giro, le Tour de France. Mais pour moi, c'est un coureur de classique aujourd'hui, Warren Barguil. Et bon, je sais que je suis parfois critiqué quand je dis ça, mais pour moi, c'est un coureur de classique. Aujourd'hui, il devrait se concentrer sur les classiques. Voilà. Quand on le voit vainqueur du Tour de Limousin, c'est une course où c'est des petites côtes pas très longues. Grand Prix de Wallonie, il fait 2e. Pour moi, c'est un coureur de classique aujourd'hui. Il ne faut plus le considérer comme un coureur spécialisé Grand Tour. Les Vins, par exemple, où il fait 5e sur la dernière étape de Paris-Nice, étape qui se court comme une course de classique, 4e des championnats de France. Enfin voilà, aujourd'hui, pour moi, on le met toujours dans le Tour de France, à vouloir jouer le général. Alors pour moi, il devrait se concentrer sur les classiques et puis tenter de gagner des étapes ou un maillot à pois sur le Tour de France. Il y a déjà un déficit chez Barguil, c'est le contre-la-montre. Donc, et puis après en haute montagne, ces derniers temps, il n'a pas eu des très grands résultats non plus. Alors il a fait des classements généraux de Tour de France. Je dis pas, il a fait 10e, 2 fois 10e du Tour de France, 8e du Tour d'Espagne. Donc c'est pas des mauvais résultats, mais pour moi, c'est plus un coureur de grand tour. Il doit se concentrer sur les classiques, le coureur français. Je continue avec Nairo Quintana, qui fera la Vuelta et le Tour de France, peut-être même un plus gros objectif sur la Vuelta que sur le Tour de France, presque, pour Nairo Quintana. Il a bien fini l'année dernière, la saison n'est pas catastrophique, où il fait 11e du Tour de Lombardie, 9e du Milan-Torino, 10e du Giro dell'Emilia, 11e du Tour de Luxembourg, 6e du Tour du Doubs, 4e du Tour du Jura, 4e de la classique Grand Besançon. La déception, c'est le Tour de France, où il passe encore à côté. Mais je dirais que sinon la saison 7e du Tour des Alpes, 1er du Tour des Asturies quand vous regardez aussi, 12e de Tirreno, donc voilà, il y a quand même des bons résultats, 9e du Tour des Alpes maritimes et du Haut-Var. Le souci, c'est que ce ne sont pas sur des World Tour ces meilleurs résultats. On attend d'un coureur comme lui qu'il ait des résultats sur les World Tour. Et c'est vrai qu'en 2021, c'est ce qui a manqué. Après, c'est une saison moyenne, mais c'est pas une saison catastrophique. Loin de là pour Nairo Quintana. Faut relativiser aussi le niveau de performance qu'il a eu. La déception, elle est que sur les courses World Tour aujourd'hui, on ne l'a pas vu depuis quelques temps quand même sur ces courses-là, alors que bon, ce mec-là quand même était vainqueur du Tour d'Italie, vainqueur du Tour d'Espagne. Il a été bien classé également 2 fois 2e du Tour de France, vainqueur du classement de la montagne également du Tour de France. Donc je pense qu'il a toujours les jambes, Quintana. Il a un déficit, c'est le contre-la-montre, mais je pense qu'en montagne, il est toujours en capacité de faire très très mal. Après, du côté de Quintana, parfois, il y a eu, je pense, peut-être un manque de professionnalisme à une époque. La fin de sa période Movistar. Chez Arkea, il a parfois fait preuve d'irrégularité. Et puis c'est compliqué d'être très strict avec le leader de ton équipe. C'est pas toujours simple quand c'est le leader de ton équipe et qu'il apporte aussi des bons résultats. Donc, du côté de Nairo Quintana, dernière année de contrat, moi à sa place je renouvellerai chez Arkea parce que l'équipe est en train de bien grandir et s'il monte en World Tour, c'est plutôt intéressant pour lui. Après, il faut voir s'il y a des offres d'autres équipes, mais je suis pas sûr qu'il ait une offre de leader dans d'autres formations. Quintana, alors peut-être chez Cofidis. Et encore, chez Cofidis, vous avez Guillaume Martin, là il est quand même leader avec une belle marge de manœuvre, surtout que des fois vous avez quand même Barguil qui se met à son service, il y a beaucoup de coureurs qui se mettent à son service, donc moi à sa place je resterai dans cette formation.
Hugo Hofstetter. Hugo Hofstetter qui vainqueur du Sama en 2020, saison 2021 un peu plus compliquée, même si il y a eu quand même des résultats intéressants. Il lui manque aussi une victoire lui l'année dernière parce que il fait 5e de l'Eurométropole Tour, 4e du Grand Prix de Denain, 5e du Goikse Prize, 4e du Grand Prix de Fourny, également 3e de la première étape du Tour de Pologne, 11e de la Bretagne classique, 2e de la première étape du Tour de Wallonie. Lui, il veut être sur les classiques flandriennes. Chez Israël, il y avait cette bande marque et autres, donc il avait plus forcément la primauté sur ces courses-là, où il avait parfois un rôle d'équipier. Pour moi, il a aussi une très bonne pointe de vitesse en tant que sprinter. Je pense que chez Israël, on l'a mis derrière parfois. Greipel notamment en 2020, j'avais absolument pas compris leur stratégie sur le Tour de France. Alors pour moi, il est capable de faire des top 10 sur les grands tours, et sur les classiques flandriennes, pour moi, il y a aussi un beau potentiel chez ce coureur. Donc je pense que c'est intéressant qu'il aille chez Arkea. Il n'y a pas forcément 150 coureurs du côté des classiques, mais il y a quand même des coureurs intéressants. Je pense notamment à Morica Piot. Donc il peut y avoir un petit collectif quand même classique qui se forme chez Arkea. Donc ça peut être intéressant pour lui. Et puis également gagner des victoires en tant que sprinter, ça peut ne pas lui faire du mal. Je continue avec Thibaut Guernalec. Ce coureur m'intrigue énormément, Thibaut Guernalec. Alors déjà, je pense que c'est un très bon coureur de contre-la-montre dans les années à venir en France. C'est-à-dire que, voilà, il est plutôt pas mauvais, mais il m'intrigue parce que il finit quand même 6e du Tour de l'Algarve, qui est quand même une course, bon, il y a des petites montées. Mais sur d'autres courses, je l'ai vu un peu nulle part dans les difficultés. Donc c'est pour ça ce coureur m'intrigue, parce que j'ai du mal à savoir quel est véritablement son profil. Est-ce que c'est un coureur qui est capable de jouer sur des tours d'une semaine? Est-ce que c'est vraiment qu'un coureur de contre-la-montre? Quel peut être son niveau au niveau du contre-la-montre? Parce que je pense qu'il va encore progresser. Et est-ce qu'il est capable d'être dans le top 15 mondial dans cette discipline? Donc voilà, et sur les classiques, j'attends de voir aussi sur des courses d'un jour quel peut être son niveau. C'est pour ça que c'est un coureur qui m'intrigue, parce que j'ai du mal à savoir pour le moment quel est son potentiel et surtout quel est son profil de coureur. Et ça me perturbe. Il me perturbe, Thibaut Guernalec. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais le mettre, parce que je voulais en parler. 20h également du Tour de la cycliste de la région de Murcia et 4e du Tour de Poitou-Charentes aussi. Donc c'est vraiment un coureur qui m'intrigue. Parce que je pense que sur les courses d'une semaine comme ça, de deuxième division, il est capable d'obtenir des bons résultats, ce qui est important pour une équipe comme Arkea aussi. Encore une fois, les points team ranking. Et puis je termine avec Alexandro Verre, donc qui était l'année dernière du côté de la Colpac, contrat de 3 ans chez Arkea. C'est surprenant d'avoir un coureur italien qui arrive à l'étranger dans une équipe française aussi jeune. Il a seulement 20 ans, il est né le 17 novembre 2021, 4e de la deuxième étape du Tour de l'Avenir, un contre-la-montre, premier de la première étape du Tour de la Vallée d'Aoste, 3e du classement de la montagne, 3e du classement des jeunes du Baby Giro, 6e du classement général, 2e de l'étape d'Imola, notamment sur ce Baby Giro. Alors, faut se méfier avec le Baby Giro, j'en ai parlé dans les commentaires, mais je vais le redire. Je trouve que sur le Baby Giro, on a plus de jeunes qui ne percent pas ensuite que sur le Tour de l'Avenir. Parce que le Baby Giro, c'est un peu particulier, la course et je trouve représente moins le cyclisme. Enfin, je trouve qu'au niveau du parcours, des fois, c'est pas terrible en termes de formation pour le cyclisme. Et puis, ce sont des équipes de 6, vous avez des des équipes professionnelles, de continentales, mélangées à des équipes un peu plus petites. Je trouve que sur le Tour de l'Avenir, étant donné que ce sont des sélections nationales, on a un peu plus l'idée du niveau des coureurs que sur le Baby Giro. Après, bon, quand tu fais... on m'a parlé je sais plus quel coureur espagnol dont on m'a parlé sur le Giro, sur le Baby Giro, mais quand tu finis de toute manière dans le top 10 du Baby Giro, il faut te surveiller. Mais je trouve que autant sur le Tour de l'Avenir, on a
Oui, on me parlait de Juan Auzo, voilà, qui a remporté le Baby Giro. Mais je trouve que il faut toujours se méfier avec le Baby Giro parce que voilà, on est avec des équipes, il y a des équipes de développement, les coureurs ont des niveaux très différents. Enfin, c'est une course où je me méfie tout le temps au niveau des résultats parce que voilà, il y a des. Enfin voilà, il y a UC Monaco par exemple, qui est une équipe qui est quasiment amateur. Enfin voilà, il y a des trucs comme ça, enfin amateur, il y a des équipes professionnelles. Donc c'est sûr que pour la Colpack, par exemple, c'était un peu plus facile de gagner que pour une équipe comme U Monaco ou d'autres formations italiennes un peu plus petites. Donc c'est pour ça que je me méfie toujours, voilà, du Baby de Giro. Mais que ça soit Juan Auzo ou Alexandro Verret, c'est de quoi observer. J'en ai pas parlé de Juan Auzo, mais après je fais aussi des choix au niveau des coureurs à suivre. Là, Alexandro Verret, je me dis que c'est intriguant qu'il arrive aussi jeune en France. C'est-à-dire que certes, il y a eu des résultats, mais qu'en plus, je pense du côté des dirigeants de cette équipe, on a découvert un talent. Et puis, il avait déjà de très bons résultats les années précédentes. Donc ça aussi, c'est intéressant de voir la constance au niveau des résultats, parce que c'est important dans le monde professionnel. Je termine avec le maillot de cette équipe qui ne change, me semble-t-il, pas. Ça veut dire que c'est toujours rouge, noir, toujours aussi compliqué de différencier Arkea des autres équipes qui ont du rouge, notamment la Bahreïn. Donc voilà, on aura toujours les mêmes problèmes. Après, c'est bête parce que moi je trouvais que quand ils avaient le maillot de Fortuneo, donc les couleurs bretonnes, on les repérait un peu plus facilement dans le peloton à l'époque, je trouve, que là aujourd'hui avec leur maillot tout rouge. Après, ce n'est que mon avis. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Nous, on se retrouve donc prochaine vidéo, ça sera le team Novo Nordisk et ensuite ça sera Total Energy et on finira avec Noix qui sera la dernière vidéo Pro Team avant d'attaquer les équipes continentales. Je vous préviens sur les équipes continentales, on fera beaucoup plus court. Déjà parce qu'il y en a beaucoup qui l'année dernière n'étaient pas professionnels, mais aussi parce que bon, on est quand même sur un niveau moindre, donc on parlera plus de l'effectif globalement et il y aura moins de coureurs à suivre dans ces équipes-là que dans les équipes Pro Team. Allez, à la prochaine sur l'Amérique Production, donc Novo Nordisk. Allez, ciao ciao.